Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois le professeur Norman Cornette, érudit en sciences des religions, professeur universitaire et critique d'art et surtout précurseur et initiateur de l'approche dialogique. Donc le professeur Norman Cornette qui est très actif au niveau médiatique et qui formule souvent des points de vue au niveau de l'actualité, des événements de la société, etc. Et nous l'accueillons cette fois pour justement prendre son point de vue sur divers sujets et surtout les répercussions que certains sujets d'actualité peuvent avoir au niveau des arts, au niveau des arts visuels et au niveau du dossier des arts et de la culture en général. Alors je vais juste rappeler l'approche dialogique dont le professeur Norman Cornette est précurseur justement. Il est question justement d'établir un dialogue réel entre l'imaginaire de l'artiste et celui de son public en usant de diverses méthodes immersives, sensorielles et créatives requérant un engagement actif de la part du public et de la part des participants. Et c'est ça, donc le fond de ce que c'est l'approche dialogique initiée par le professeur Norman Cornette que nous accueillons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Professeur Cornette, bonjour. Bonjour, merci Monsieur Ben-Kieran pour cette invitation sur les ondes d'ICI Télévision. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir encore une fois. C'est pas votre première fois. Vous êtes devenu un de nos habitués ici à ICI Télévision. Chez Art et Lettres, on va discuter avec vous de quelques sujets, puis après, bien entendu, de vos nouveautés culturelles au niveau de vos expositions en art visuel. D'autant plus, dois-je rappeler que vous êtes un invité d'honneur dans une exposition d'envergure. On va en parler au fil de cette entrevue. Mais dans un premier temps, on va parler des derniers sujets de l'actualité. Il y avait un sujet quand même qui a enflammé l'arène publique en général. Alors, le sujet du déboulonnement de la statuette de cette personnalité publique, ancien Premier ministre du Canada, Sir John Macdonald, des citoyens qui ont donc déboulonné cette statue. Donc, il y avait une concertation citoyenne. Et puis, ma première question, c'est une question à propos du droit. Vous, professeur Cornette, comme érudit des sciences religieuses, vous suivez ça de près. Est-ce que vous pensez que les citoyens ont le droit de déboulonner une statuette d'une personnalité publique lorsqu'ils découvrent que cette personnalité en question a un passé qui n'est pas honorable? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Non pas à leur propre chef, mais de concert avec la société et les autorités. Sinon, si chaque personne agit à sa guise dans l'espace public, d'autant plus qu'il s'agit de l'art public, et c'est là où ça m'interpelle, M. Ben-Kieran, si on n'est pas d'accord avec un artiste, avec son arrière-plan, sa vision créative, sa démarche artistique, est-ce qu'on peut se donner le droit d'effacer, sinon de détruire l'art et l'art public et tout l'espace public, ça se fait d'un commun accord. Or, quand on agit selon sa tête, dans quelle mesure est-ce qu'on pense à l'autre? Et il y a là tout le sens civil, pour ne pas dire le sens civique qui nous importe tant, surtout dans cette période covidienne, parce qu'on se rend compte, M. Ben-Kieran, que le sort, le bien-être de la communauté, de la société, de toute une culture et la population en général relève de chacun de nous d'être responsable pour l'autre. Alors justement, ce qui est interpellant, c'est qu'il y a aussi le défi de faire face au passé, la mémoire du passé en général. Je vais vous rappeler une citation ou une phrase que Erin O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, a dit justement à propos de cet acte. Il a dit « Le Canada n'existerait pas sans Sir John Macdonald. Nous ne construirons pas un avenir meilleur en défigurant notre passé », a-t-il déclaré. Il est temps pour les politiciens d'arrêter de plier devant les activistes radicaux et de se tenir debout pour le Canada. Alors ici, le terme radical, est-ce que vous pensez qu'il est approprié dans ce contexte, professeur Cornette? Mais je pense d'abord à un film qui fait date, qui s'intitule Magnolia. Et un leitmotiv de ce film incontournable,
c'est que, et c'est un dicton qu'on répète à travers la trame narrative, nous avons peut-être fini avec le passé, mais le passé n'a pas fini avec nous. Donc, je crois qu'il faut surtout encourager un dialogue, une tension dynamique entre le passé et le présent pour mieux assurer l'avenir. Et du moment qu'on efface le passé selon nos critères, on se prive des leçons. Et là, je me rappelle de ce que disait le grand personnage littéraire allemand, Goethe. Il disait, ce qu'on a appris de l'histoire, c'est qu'on n'a rien appris de l'histoire. Donc, l'histoire, elle est la leçon la plus profonde et la plus forte. Si on écarte la leçon de l'histoire, eh bien, on risque de subir une amnésie collective. D'accord. Alors, il y en a qui parlent des instances de réconciliation, justement une commission de vérité, de réconciliation. Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse faire la part des choses, professeur Cornette? Comment la réconciliation peut-elle être faite à ce niveau pour que cette mémoire ne puisse pas être souillée, je vais dire, et pour que tout le monde soit sans compte à ce moment-là? Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse procéder au niveau de la réconciliation? Excellente question, Monsieur Ben-Kiran. D'autant plus que je collabore avec artistes, activistes et chefs des Premières Nations depuis plus de 33 ans. Or, il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral a déclaré deux endroits, deux anciennes écoles résidentielles, une au Nouveau-Brunswick et l'autre au Manitoba, comme faisant partie intégrante du patrimoine du Canada. Or, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est d'entendre les commentaires des personnes, soit qu'elles ou bien leurs parents ou leurs grands-parents étaient dans ces écoles résidentielles. Or, dans le cas de l'école au Nouveau-Brunswick, on l'a rasée. Et si vous écoutiez le témoignage de ceux et celles dont les parents, on les a obligés d'assister, ils ont dit, il n'aurait jamais fallu le raser, il nous faut nous rappeler à chaque instant de ce qu'on a vécu. Très bien, alors je vais relancer cette question. Professeur Cornette, je vais relancer avec vous la question justement de la réconciliation. On va devoir le faire après la pause publicitaire. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres. Et encore une fois, un de nos habitués, le professeur Norman Cornette, professeur universitaire, érudit en sciences religieuses et initiateur de l'approche dialogique. On aborde et on interpelle le professeur Cornette au niveau de certains sujets d'actualité où il y a plusieurs détracteurs, des gens qui sont d'accord ou non. Je vais vous laisser continuer au niveau de la réconciliation concernant le déboulement de la statuette pour vous laisser aller au bout de votre pensée, professeur. C'est à vous. Oui, en effet, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ce que j'appelle une fausse dichotomie, c'est-à-dire que c'est soit le présent ou bien le passé, et qu'on peut, en évacuant le passé, assurer un meilleur avenir. Je crois que ça, c'est une fausse dichotomie. Il faut davantage tendre vers une synthèse, je dirais même une synergie entre le passé et le présent pour préparer un meilleur avenir. Et du moment qu'on pense que nous, on sait beaucoup mieux que les autres, c'est qu'on se prive de cette leçon fondamentale que veut bien nous apprendre l'histoire. Et je crois qu'il faut susciter la curiosité et le questionnement. Or, si on écarte, si on efface, si on élimine tout le passé et on ne voit que ce qui est au bout du nez, eh bien, on porte des œillères. Or, voilà. Je pense davantage au grand historien Fernand Braudel qui parlait de la longue durée et l'histoire des mentalités. Et d'abord, il nous faut bien saisir la mentalité de l'époque à la fin de l'ère victorienne.
avec John A. Macdonald, le premier ministre du Canada. Et la mentalité qui a justifié tout ce programme des écoles résidentielles où on a cantonné les enfants des Premières Nations, du temps et aussi longtemps qu'on n'a pas cette vision large de la longue durée et de l'histoire des mentalités, on ne comprendra jamais les dynamiques, les enjeux de notre histoire, et pour mieux les maîtriser et améliorer à l'avenir. Parfait. Alors, c'est noté. Professeur, je vais passer avec vous à un autre sujet d'actualité. Je vous ai vu, j'ai remarqué personnellement que vous étiez actif à ce niveau. Et puis, bon, c'est une loi qui est toujours en cours. On parle, mesdames et messieurs, de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, une loi québécoise adoptée le 16 juin 2019 par l'Assemblée nationale du Québec. Elle est la première loi à stipuler que l'État du Québec est laïque. Alors, justement, cela a provoqué un débat, des gens qui sont pour cette loi, des gens qui sont contre, qui disent que la société québécoise, elle est déjà laïque. Alors, justement, professeur Norman Cornette, à votre avis, qu'est-ce qui dérange au niveau de cette loi? La loi 21, bien entendu. Mais pour ceux et celles qui portent des symboles de leur religion respective, c'est une atteinte à la liberté de la religion, à la liberté de la confession de foi. Et en revanche, je pense à ceux et celles qui appuient la loi 21, et ça au nom de la laïcité. Et je me suis demandé, parce que M. Benkeran, j'habite en face d'une mosquée et j'habite à Côte-des-Neiges, qui est l'ONU de Montréal. Ça, c'est intéressant. Et je me suis dit, M. Benkeran, si les responsables veulent vraiment un État séculier, s'ils veulent promouvoir le sécularisme et être complètement laïque, eh bien, ils devraient dire tout simplement « le Québec n'a pas de code vestimentaire ». Et du moment qu'on ne prétend pas dicter un code vestimentaire, on vient de résoudre le débat. Quel État en 2020 veut dicter un code vestimentaire à qui que ce soit? Et surtout mais professeur Cornette, comment dire à une femme comment s'habiller? Oui, ce que je veux dire, professeur Cornette, parce que là, on est en train de voir que le vestiment est toujours présent et que peut-être il y a une communauté, entre autres la communauté musulmane, particulièrement ciblée. Mais est-ce que vous pensez qu'on parle d'un débat sur les valeurs politiques ou religieuses, normalement, plus ou moins? Mais dans le cas de la France, de la République française, certes, il y a une tradition idéologique de la laïcité. Or, là où ce débat vraiment bat de l'aile, c'est quand on veut emprunter un paradigme politique de la France avec une tradition qui remonte à la Révolution, donc à la fin du XVIIIe siècle, et l'imposer unilatéralement sur le Québec. Et je crois qu'il faut faire la part des choses. On parle d'un espace géopolitique, mais complètement différent que la France. Et donc, quand on regarde les arguments qu'on évoque et les traditions dans lesquelles on puise du camp de pro-loi 21, je me rends compte qu'elle n'a pas une fiche de route québécoise, canadienne-française et canadienne. Elle a une fiche de route française. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelques jours, je voyais une sœur catholique en habit, mais vraiment en habit clair et net, pour ne pas dire sévère, strict. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on ose critiquer d'autres femmes de d'autres confessions religieuses quand pendant des décennies, et cela jusqu'à la Révolution, les femmes canadiennes, françaises, québécoises
les sœurs catholiques s'habillaient et on n'en faisait pas un scandale. On n'en parlait pas, justement. On va rebondir sur ça, professeur. On va le faire après la pause, encore une fois, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres. On est en train de parler avec le professeur Cornette de certains sujets d'actualité aujourd'hui. On est arrivé à la loi 21, cette loi sur la laïcité. D'ailleurs, il y a déjà un débat. Est-ce que c'est une loi sur la laïcité de l'État ou sur les institutions politiques de l'État? Alors justement, professeur Cornette, la Cour suprême a rejeté la demande de la suspension des opposants à la loi 21. C'était en avril 2020. Il y avait un rejet. Est-ce que vous approuvez ce rejet? Monsieur Benkiran, oui. Je favorise davantage une approche, surtout dans des cas qui touchent la liberté fondamentale, individuelle et de toute la collectivité. Et Socrate disait que la vie ne vaut pas la peine de vivre. Et je suis content qu'on aura encore de réfléchir sur les dynamiques, les enjeux de la loi 21 vis-à-vis la liberté d'expression, vis-à-vis la liberté de religion, mais également on ne peut pas contourner la question qu'il s'agit de deux visions collectives fort différentes. Celle du gouvernement du Québec avec le gouvernement caquiste et François Legault qui veut articuler une vision claire et nette du Québec post-révolution tranquille. Alors d'accord. Donc à ce niveau... Oui, excusez. Donc à ce niveau, justement, on convient que le noyau, justement, de la question, c'est la peur du fanatisme, la peur du radicalisme. Alors, on veut que tout le monde soit pareil, parallèle, similaire, dans le respect des sensibilités culturelles, religieuses surtout de chacun. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir, de votre point de vue, un impact et des conséquences, par exemple, sur des artistes qui portent des croix, des tchador, des voiles, un voile? Est-ce que vous pensez que les artistes qui portent ces signes religieux, ils peuvent être influencés directement, en plus des enseignants qui sont directement touchés? Pensez-vous que les artistes seront aussi influencés? Mais je crois qu'il y a plusieurs choses. Là, vous soulevez tout un débat en soi. Du moment qu'on parle des arts, et ça, toute discipline confondue, il y a la liberté de l'expression artistique. Est-ce que l'État, au nom soit de la laïcité, du sécularisme, est-ce que l'État peut limiter, voire circonscrire la liberté d'expression artistique? C'est un non-sens dans le Québec postmoderne qui veut, au contraire, que sa culture s'épanouisse. Alors, on n'est pas là pour poser des bornes à l'expression artistique. Alors, sur cette base seule, il faut vraiment y réfléchir. Mais en revanche, en tant que pédagogue dont la philosophie dialogique de l'éducation est un sujet d'étude de thèse, de doctorat et de maîtrise, je suis très conscient, quand on parle de cette discipline de la sémiotique, c'est-à-dire symboles, signaux et sens, je suis très conscient quand l'éducateur, l'éducatrice porte des vêtements avec des symboles religieux et que cette personne, on l'associe avec la vérité, avec le savoir et avec la connaissance et que ça passe par ces symboles, ces signaux, ces sens religieux, eh bien là aussi, il y a des questions. Donc je crois qu'au niveau pédagogique, il faut vraiment se rappeler de l'importance de la sémiotique. D'accord, très bien. Alors, parfait, professeur. Maintenant, quand vous voyez, on vous aborde de thématique à thématique, on va aller maintenant à vos nouveautés culturelles pour les quelques minutes qui restent. Cette magnifique affiche que vous voyez, mesdames et messieurs, le Modern Art, une ouverture officielle prévue le 17 septembre 2001. Galerie d'art
contemporain et du marché secondaire. Voulez-vous nous en dire plus, professeur Norman Cornette? Volontiers. Donc, la galerie Modern Art est maintenant officiellement ouverte. Il s'agit de joindre l'utile à l'agréable. Vous avez des œuvres petits et moyens formats de Picasso, de Paul Klee, des sommités dans l'histoire de l'art contemporain du XXe siècle. Mais il y a également 4 artistes chevronnés. Donc, c'est cela, quand on a débuté cette entrevue avec comment réconcilier le passé et le présent. Eh bien, là aussi, il ne faut pas tomber dans une fausse dichotomie, que ce soit l'art du passé ou bien l'art du présent, c'est soit l'un ou l'autre. Non, ce sont les deux qui nous donnent une vision complète et multidimensionnelle des beaux-arts. Très bien. Alors, qui participe justement à cette galerie et que veut dire justement marché secondaire? C'est interpellant. Marché secondaire, que veut dire ça, professeur? Et qui participe justement à cette galerie? C'est que le propriétaire de Modern Art, c'est monsieur Martin Golden. Donc, il était, comme c'est souvent le cas, déjà un collectionneur, mais vraiment expérimenté. Il a donc plusieurs œuvres, et non les moindres, qui font partie de sa collection privée. Il est prêt à les présenter et les vendre éventuellement. Mais l'art, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Donc, il a 4 artistes incontournables chez Modern Art, Sonia Indelicato Rosval, J.C. Haywood, Mary Ellis Nation et Heidi Taillefer. À ne pas manquer, ça vaut le détour. Alors moi, je l'ai remarqué dans l'affiche et dans les expositions. On va rappeler aussi que vous êtes l'invité d'honneur justement à cette exposition. Remarquez que c'était tout le temps qu'on avait, professeur Norman Cornette. Merci d'avoir été parmi nous encore une fois chez Arts et Lettres avec ICI Télévision. Merci de votre continuel intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 avec Arts et Lettres. À la prochaine.